Christine Santerre, consultante WSI, située dans le Loiret, à côté d'Orléans. Je suis accompagnée aujourd'hui à distance sur ce webinaire par Virginie Bouvard, qui est également consultante WSI et qui va se présenter d'ici quelques minutes. Virginie se trouve en Picardie, à Senlis. Et nous avons également avec nous Lucille Dauve, qui est notre aide et soutien logistique en ce qui concerne le webinaire et qui fait partie de l'équipe de Gilles Dandel, lui-même consultant WSI à Paris. Donc je vais rapidement passer la parole à Virginie. Virginie, c'est à toi. Bonjour, merci de votre confiance en nous écoutant aujourd'hui. Donc je m'appelle Virginie Bouvard, je suis consultante en marketing internet WSI. Je suis basée à Senlis. Je couvre la Picardie et l'Île-de-France. Et je suis très heureuse d'être présente avec vous sur ce webinaire. J'anime moi-même des conférences in situ, notamment dans le sud de l'Oise. Et je suis très heureuse de vous présenter le sujet d'aujourd'hui. Alors nous avons effectivement, comme je le disais tout à l'heure, pour ceux qui étaient connectés avec un petit peu d'avance, commencé cette série de webinaires avec l'introduction au marketing digital il y a un mois. Et aujourd'hui, nous allons aborder avec vous la question de la publicité en ligne. Vous aurez la possibilité dans la case en bas à droite de votre écran chat de poser des questions au fur et à mesure. Nous allons les stocker pendant la conférence et répondre à chacune de ces questions à la fin de cette conférence. Si vous avez éventuellement un souci technique, n'hésitez pas à écrire dans cette case et Lucille, à ce moment-là, pourra vous répondre et vous aider certainement. Donc Lucille, si nous pouvons passer à la diapo suivante, je te remercie. En ce qui concerne WSI, pour que vous connaissiez bien le contexte, WSI, c'est aujourd'hui le premier fournisseur mondial en termes de solutions marketing digital ou marketing internet ou web marketing, plusieurs termes le définissent. Et c'est une entreprise qui est aujourd'hui franchiseur et qui compte environ 1500 agences qui sont elles-mêmes franchisées, comme celle de Virginie et la mienne, et qui sont présentes partout dans le monde, plus de 80 pays aujourd'hui, avec 40 agences qui sont présentes et à votre service en France. Il faut savoir aussi que notre cible clientèle, c'est principalement des entreprises et des industries de toute taille, et nous avons un objectif, c'est vous accompagner, les accompagner, pour les aider à attirer plus de prospects, à convertir ces prospects en clients et bien sûr à fidéliser la clientèle afin de développer son entreprise et son chiffre d'affaires. Alors je vais passer la parole à Virginie et nous allons donc dorénavant nous partager les différentes diapositives. Virginie ? Alors oui, notre démarche aujourd'hui, comme le disait Christine, c'est d'apporter des solutions Internet. Donc ces solutions sont nombreuses, elles sont variées et elles dépendent, en fait, celles qu'on va proposer à nos clients vont dépendre surtout des objectifs de nos clients. Donc nous les aidons à définir leurs objectifs et comme vous-même ou pour votre entreprise, il y a 3 axes majeurs qui sont l'acquisition, donc c'est-à-dire attirer des nouveaux prospects, développer une base de données, avoir des demandes de devis, faire sonner le téléphone par exemple. Fidélisation, donc c'est renforcer votre relation avec vos clients existants et faire en sorte qu'ils répètent leurs commandes et répètent leur confiance. Et ensuite, la croissance et la notoriété, donc apporter de la valeur ajoutée à vos clients pour développer leurs affaires. Je passe la parole à Christine. Donc le premier volet de ce webinaire, c'est donc la publicité en ligne. Nous allons passer, donc Lucille, à la partie suivante où je vais vous expliquer en fait comment nous allons décrire ce sujet qui est très vaste. Donc, dans un premier temps, on va faire une petite introduction pour rappeler quelques bases.
Et puis ensuite, on va vous expliquer comment faire pour convertir un internaute en client. C'est un moment important, c'est une démarche complexe et on va essayer de vous donner les clés de la conversion. Et nous entrerons ensuite dans le détail des campagnes Google AdWords qui sont aujourd'hui les supports de publicité en ligne les plus utilisés, sachant qu'effectivement, on peut aussi citer les campagnes de publicité de Facebook, mais nous ne les aborderons pas dans cette conférence. Nous parlerons exclusivement de Google AdWords. Virginie? Oui. Donc là, on va passer à la suivante. Oui. Alors, avant de vous parler à proprement parler de la campagne et de la conversion, donc quelques rappels sur l'évolution des médias, puisque, bon, tout le monde le sait, le phénomène Internet est quelque chose qui est allé très vite. Ces différentes courbes sont pour vous montrer à quel point c'est allé très vite, pour vous montrer que la radio a mis presque 100 ans pour atteindre une audience, la télévision 60 ans, le câble 30 ans et Internet seulement 10 ans. Et pourquoi Virginie, je me permets de t'interrompre. En fait, pour être encore plus précis, la ligne horizontale qui indique 50 millions d'utilisateurs donne le nombre d'années à passer pour atteindre ces 50 millions. Donc pour Internet, 3 ans ont été nécessaires contre 37 ans pour la radio. Donc pourquoi ces 50 millions d'utilisateurs sont importants? Bien tout simplement parce qu'ils vont constituer l'audience et votre audience pour votre publicité. Je te rends la parole, Christine. Lucille? Là, vous avez devant vous quelques chiffres, mais des chiffres clés qui représentent la quantité de recherches qui sont effectuées tous les mois dans le monde. Et on voit ce chiffre extraordinaire de 60 milliards de recherches. Et je répète, effectuées tous les mois dans le monde. Il faut savoir qu'en France, ces recherches ont été multipliées par 4 en 4 ans. Et que, en ce qui concerne les visiteurs qui viennent sur Internet chaque mois, il y en a 38,6 millions. Donc ça vous explique pourquoi aujourd'hui on va parler de la publicité sur Internet. La publicité, je pense que vous vous en doutez, va là où se trouvent les gens. Et comme les gens vont sur Internet, il faut que la publicité suive. Et ça va être justement je dirais, tout l'intérêt de la publicité sur Internet. C'est d'y trouver un maximum de prospects. Virginie? Oui. Comme preuve de cette migration, donc cette migration de l'audience, cette augmentation du volume de recherche, et bien que c'est la preuve, on est ici de manière chiffrée, avec l'augmentation sensible des dépenses en publicité Internet. Donc Internet est le seul média publicitaire à avoir engrangé une croissance à 2 chiffres dans le monde, donc plus 12,7%. Et non seulement ça se vérifie pour les années passées, mais nous avons des chiffres comme quoi cela va continuer à se développer. Donc Internet sera bien le principal moteur de croissance dans les dépenses publicitaires dans les 3 années à venir. D'où l'importance de ce sujet que nous souhaitons vous présenter aujourd'hui. Christine? Et ceci au détriment, bien sûr, de la télévision, de la radio et des magazines, hein, puisque c'était les anciens supports de publicité, ces supports classiques. Principalement les supports papier. Oui, d'ailleurs. Tout à fait. Donc là, sur cette image, vous voyez très bien ce que font les internautes sur le web. Essentiellement 3 choses. La première, c'est rechercher. Alors, en recherche, on entend « je veux trouver, par exemple, je ne sais pas, une tondeuse à gazon pour mon jardin, je vais taper tondeuse à gazon ». Et là, je vais choisir parmi les liens qui me sont proposés par le moteur de recherche. Deuxième étape, surfer. Une fois que vous avez commencé à chercher votre tondeuse, vous allez passer d'un lien à l'autre, d'un site à l'autre, d'un blog à l'autre, et vous allez, bien sûr, passer du temps à trouver le produit qui vous intéresse. C'est ce qu'on appelle le surf. Et enfin,
Si vous avez besoin d'avoir éventuellement des informations sur le produit, ou même d'ailleurs des commentaires, vous allez socialiser. Vous allez chercher les avis des consommateurs, excusez-moi, et vous allez également, pourquoi pas, aller sur les réseaux sociaux pour savoir un peu plus de choses sur le sujet. Virginie? Alors, ce qu'il est important, c'est de savoir ce que veulent les moteurs de recherche, puisque ces internautes recherchent de l'information. Le moteur de recherche, lui, il a pour vocation de donner de l'information pertinente. Donc, ils ont pour cela trois fonctions. D'abord, il faut qu'ils répertorient les sites web et ils les classent. Donc, c'est tout un travail d'indexation, enfin de répertoriage et d'indexation. Ensuite, il faut qu'ils traitent les recherches des internautes et qu'ils soient capables de leur proposer les meilleures réponses. La notion de pertinence est très importante en Internet et très importante pour les moteurs de recherche parce que ça va déterminer leur niveau de qualité. Donc, les facteurs clés de succès pour être bien référencés. Alors, il y a d'abord un phénomène technique. Le site doit être accessible par les robots des moteurs de recherche. Donc ça, c'est des caractéristiques techniques. J'appelle ça un petit peu moi la mécanique intérieure. Il doit y avoir une réelle stratégie de mots-clés en amont sur le site. Donc là, on n'est plus du tout dans la technique, on est bien dans le marketing. Puisque pour être bien référencé par les moteurs, il faut contenir les mots-clés, qui sont ceux qui correspondent aux attentes des internautes. Ensuite, le site doit être ouvert sur le web. C'est cette partie liens et réseaux sociaux. Et le contenu doit être frais et renouvelé souvent. Pourquoi? Parce que c'est un critère de qualité pour les moteurs de recherche. Et on entend souvent que l'on doit produire du nouveau contenu. Ça a une réelle incidence, effectivement, sur l'indexation et des sites. Je te passe la parole, Christine? Oui, Lucille? Merci. Quand nous arrivons à la suite d'une recherche, et là, par exemple, on a tapé décoration d'intérieur, on arrive sur la première page de Google, on s'aperçoit qu'il y a environ 2 480 000 résultats. C'est ce que vous voyez indiqué juste sous la recherche que vous avez faite. Et là, on voit aussi les résultats donc de cette recherche sous la forme de liens que vous voyez, des photos de décoration maison, décoration intérieure, alinéa, etc. Ce sont les résultats du référencement naturel que l'on va vous expliquer un petit peu plus précisément tout à l'heure. Vous avez également les liens commerciaux qui sont indiqués à droite et au-dessus en rose pâle, et vous avez en bas les résultats de la recherche locale que l'on va également vous expliquer. Mais globalement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, quand un site reçoit un internaute, eh bien, il se trouve que 91% du trafic global sur ces sites vient de la première page Google. Ça veut dire aussi une chose, c'est qu'il reste seulement 9 petits pourcents pour les pages suivantes. Donc le résultat est, si on veut être visible sur Internet, il faut bien sûr trouver tous les moyens possibles pour certains mots-clés importants dans votre activité d'arriver sur la première page de Google. Virginie? Oui. Donc effectivement, on peut résumer ça très rapidement en disant la première page, sinon rien. Alors effectivement, il y a plusieurs façons d'être en première page de Google. On a principalement deux façons d'être en première page. C'est la publicité, donc les liens commerciaux, et le référencement naturel. Alors, on va vous parler à chaque fois de plusieurs choses. On va vous parler de Google AdWords, de PPC, pay-per-click. On va vous parler de publicité sur Internet. Tout ça, c'est la même chose. Ce sont donc ces emplacements qui sont réservés en première page de Google pour la publicité. Donc ça, c'est une des techniques pour apparaître en première page. On a une autre tactique qui est le référencement naturel. Donc là où c'est le travail qui a été fait sur le site, sur les mots-clés, en termes de quantité, de qualité, de contenu, qui va faire qu'un site va arriver en première page de Google.
Ce qu'il est intéressant de voir, c'est que la publicité représente un peu plus de 25% des clics et le référencement naturel 75%. Ce qu'il est important de savoir, c'est que pour chaque entreprise, on va pouvoir décider une tactique ou une autre tactique en fonction des objectifs et des budgets. Donc, c'est pas parce que le référencement naturel, c'est 75%, que le référencement naturel va être plus adapté ou mieux pour une société. Ça va toujours dépendre de ses objectifs. Que ce soit des objectifs en temps ou des objectifs d'atteinte de résultats commerciaux. La recherche naturelle est un moyen extrêmement puissant, la recherche locale est un moyen extrêmement puissant de ressortir sur Internet, mais n'est valable, comme son nom l'indique, que pour des mots locaux, donc des recherches qui correspondent à des zones géographiques identifiées, la plupart du temps associées à des noms de villes. Lucille, tu peux peut-être passer la diapo suivante, s'il te plaît. Ah, voilà, très bien. Merci Virginie. Tu as parlé de recherche locale et en ce qui concerne cette recherche locale, on parle également aussi de Google Adresse et de Google Maps. Alors ce sera le sujet du prochain webinaire le mois prochain. Donc là, nous allons vous demander de participer à ce webinaire en répondant à quelques questions qui sont inscrites sur votre écran. Lucille va vous envoyer. Voilà, très très bien, merci. Et vous pouvez cliquer directement avec votre souris pour répondre à la question suivante. Avez-vous déjà cliqué sur une publicité Google AdWords, qu'on appelle aussi liens commerciaux? Donc ce sont les pubs qui sont à droite ou au-dessus des réponses suite à une recherche sur Google. Tu me tiens au courant, Lucille, quand tu as suffisamment de réponses. Donc là, je vous remercie de répondre par oui ou par non. Et nous allons immédiatement vous donner les résultats. Alors, c'est en cours. Pour l'instant, j'ai 84% qui ont voté. Une grande majorité, 88%, ont déjà cliqué. Ont répondu par oui. Voilà. Et là, ça progresse un petit peu avec les derniers répondants. Oui. Hop, on attend donc une majorité d'entre vous, 88%, a déjà cliqué. Et il en reste encore quelques-uns qui n'ont pas essayé, mais je suppose que vous allez certainement le faire après ce webinaire pour tester et savoir comment ça marche. En tout cas, vu de l'internaute. Tu as des résultats encore plus précis? Donc là, c'est monté à 90% de oui. Parfait. Donc voilà. Donc, très bien. Donc 90% d'entre vous ont déjà cliqué sur une pub et 10% d'entre vous n'ont pas encore essayé. C'est intéressant, effectivement. Donc c'est connu. Je vous remercie pour votre participation. On va passer à la question suivante. Alors la question suivante, c'est: avez-vous déjà acheté en ligne après avoir cliqué sur l'un de ces liens? On peut aussi la poser d'une façon différente. Avez-vous déjà acheté tout court? Parce que vous pouvez très bien aller en magasin après avoir vu une publicité sur les liens. Donc vous pouvez dans ce cas-là aussi répondre oui si c'est le cas. Donc merci aussi pour vos réponses. Donc là, pareil, on a une majorité de oui qui se dégage à peu près à 65% pour l'instant. Très bien, donc c'est 65%, à peu près, on va les appeler 65% de conversion. Parce que comme on l'a déjà un petit peu expliqué tout à l'heure, à partir du moment où vous cliquez sur une publicité et qu'ensuite vous achetez, et acheter c'est bien une action, ça veut dire que vous avez été converti de l'état de prospect à l'état de client. Donc sur les 90 personnes sur 100 qui ont cliqué sur les liens, il y en a 65 qui ont acheté, c'est un excellent taux de conversion. Donc là, score final, 59%. Voilà. 59%, très bien. Ce qui est aussi un bon score. Ça veut dire qu'on est très attentif à la publicité, malgré tout ce qu'on dit. La troisième question, en règle générale, qui d'entre vous n'a jamais, mais bien jamais, rien acheté en ligne? Oui ou non? Donc ceux qui n'ont jamais acheté répondront oui. Alors vous pensez bien sûr à tout, hein. Vous avez déjà peut-être acheté un billet de train,
tout simplement des produits de grande consommation, un spectacle. Alors là, on a une grande majorité, 97%. 97% ont acheté en ligne, donc seulement 3% n'ont jamais rien acheté. D'accord, donc c'est 3%. Bah, écoutez, ce serait intéressant si on pouvait en discuter par les questions tout à l'heure pour nous expliquer pourquoi ils n'ont jamais acheté en ligne. Merci à tous et nous allons passer donc à la partie suivante. Comment convertir les internautes en clients? Et je vais donner la parole donc à Virginie. Alors la conversion, c'est vraiment quelque chose de très important en marketing Internet. D'abord parce que la particularité du marketing Internet et de l'Internet, c'est qu'on peut mesurer. Voilà. Contrairement à d'autres moyens marketing, vous déposez un flyer sur un pare-brise de voiture, quel effet aura-t-il? Une annonce dans la presse, quel effet aura-t-elle? Il y a beaucoup de moyens de communication et de marketing où on n'a pas de résultats directs. Donc, c'est pour ça que cette conversion est très importante en marketing Internet, puisque c'est ce qui nous permet de mesurer l'efficacité d'une solution Internet. Alors, qu'est-ce que convertir? Convertir, c'est faire quelque chose à un internaute. C'est-à-dire qu'on part avec un objectif qui est défini. C'est l'établissement des objectifs de conversion. Ensuite, on fait tout pour qu'on puisse atteindre ces objectifs. Donc, on optimise les pages web et ensuite, on mesure les résultats d'une conversion. Donc, par exemple, faire, ça peut être remplir un formulaire, acheter, si c'est un site e-commerce. Ça peut être télécharger un article, ça peut être demander un devis, ça peut être téléphoner, car une conversion peut être autre qu'Internet. À partir du moment où le coût de téléphone arrive grâce à une solution marketing Internet, c'est une conversion que l'on peut mesurer également, ou ça peut tout simplement être cliqué sur une page définie. Ça montre à quel point on cherche vraiment à amener l'internaute, à lui faire suivre un chemin que vous, entreprise, avez défini. Je te redonne la parole, Christine. Merci. Alors sur cette image, vous voyez quelque chose de très intéressant que nous avons à notre disposition avec les outils Internet que nous utilisons tous les jours. C'est l'image de ce que l'œil humain voit dans les 5 premières secondes quand il a devant lui une image web, une image Internet. Et là, on est en l'occurrence sur les résultats d'un moteur de recherche. On a certainement tapé un mot, on a eu des réponses. Et on s'aperçoit qu'en haut à gauche se trouve vraiment la zone chaude, on appelle ça une zone chaude, où l'œil se pose en majorité. Et on a également une autre zone qui est à droite, qui est un petit peu moins chaude, mais qui existe, et qui se trouve bizarrement, entre guillemets, à l'endroit justement où se placent les publicités Google AdWords. Donc, on comprend bien pourquoi Google, qui est bien sûr le patron chez lui, a décidé de mettre les publicités Google en haut et sur le côté à droite, en laissant un peu de place, heureusement, pour les résultats du référencement naturel. Donc, ces annonces, elles sont bien placées au point stratégique par rapport à l'œil humain quand il atterrit sur une page. Virginie? Et donc, comme Google exploite ça pour ses résultats, en fait, pour installer ses propres publicités à des endroits stratégiques, nous-mêmes, nous utilisons cela pour optimiser, je vous le disais dans la diapositive précédente, optimiser la page web. Donc, c'est utiliser ces connaissances pour réaliser des pages web dans lesquelles on va mettre les messages stratégiques aux endroits qui vont être le plus vus et donc lus par les internautes. Donc on a ici un exemple de page qui peut être une page de site, mais qui peut être aussi une page, on le verra après, d'atterrissage pour une publicité, où on va mettre donc en première place, puis deuxième place, puis troisième place, puis quatrième place, en fonction de la façon dont les internautes recherchent. Donc nous-mêmes, nous utilisons ces connaissances
pour avoir des pages web optimisées. Et je rajoute un petit détail, vous vous apercevez tout de suite que le logo, Lucille, si tu peux revenir en arrière, je te remercie, le logo de l'entreprise est le plus souvent placé en haut à gauche, tout simplement parce que c'est un endroit, vous l'avez vu sur la photo précédente, où l'œil se pose tout naturellement dans les premiers instants. Et le menu qui est en jaune, lui, n'est pas ce qu'on regarde en premier, puisque ce n'est pas non plus ce qui est le mieux placé, on va dire, mais c'est le système qui permet de naviguer dans le site par la suite. Donc très important, c'est de mettre votre proposition innovante au centre et le logo en haut à gauche. Ça, c'est vraiment quelque chose que nous essayons de respecter lorsque nous optimisons les sites de nos clients. Alors je vais continuer. Quelles sont les règles d'or de la conversion sur un site? Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Vous aurez de toute façon accès à cette conférence qui sera enregistrée et accessible par URL sur notre chaîne YouTube. Mais vous pourrez, bien sûr, lorsque vous aurez vous-même à retravailler sur vos sites, suivre cette liste qui est une sorte de checklist. Premier point important, il faut éviter à l'internaute d'avoir à réfléchir. Il n'y a rien de pire que de passer son temps à chercher un bouton qu'on ne trouve pas. La réaction immédiate de l'internaute, c'est de partir ailleurs. Et ça, c'est ce qu'on veut évidemment éviter. Donc, il faut que la page d'accueil et la page en général soient attrayantes, que le menu soit simple, que les boutons d'action, ce sont les boutons sur lesquels on clique avec la souris, soient bien visibles et sur toutes les pages. Il en faut à toutes les pages. Et qu'on puisse également aussi revenir en page d'accueil très facilement. Parce que ce n'est pas agréable d'être en plein milieu d'un site et de ne pas trouver le bouton pour pouvoir revenir en page d'accueil. Deuxième point important, il faut être accueillant dans un site comme dans une boutique. Ça signifie un visuel agréable, des photos, des couleurs qui correspondent à l'image de votre entreprise, mais qui sont attrayantes, qui sont attirantes. Ça signifie un message clair, qui est bien compris de l'internaute. Et bien sûr, on insiste beaucoup là-dessus avec Virginie, mais c'est le contenu rédactionnel aussi qui est important, parce que si vous ne proposez pas un contenu intéressant, élaboré bien sûr à partir des mots-clés qui vont bien, eh bien vous n'aurez aucun intérêt déjà pour Google et vous n'aurez pas d'intérêt non plus pour vos clients. Il faut savoir encore une fois, on répète, mais ça ne fait pas de mal, le visiteur devient un prospect qui devient un client. Et quand vous rentrez dans la boutique, comme lorsque vous rentrez dans un site, si vous êtes bien accueilli, vous avez envie d'acheter. Troisième et dernier point, le site doit avoir donc 3 obsessions. La première, c'est être visible. Ça veut dire tout simplement facile à trouver. Ça veut dire première page Google pour les mots qui sont importants pour vous. Deuxième point, il faut savoir les retenir. Une fois qu'ils sont sur le site, il ne faut surtout pas qu'ils s'en aillent. Et puis, il faut bien sûr, comme on le dit, on insiste beaucoup, les faire agir. Et en résumé, faciliter la prise de décision de l'internaute, c'est ce qu'il y a de mieux pour convertir. Virginie? Donc nous allons attaquer, nous concentrer sur les campagnes Google AdWords. Nous avons tenu à insister sur la conversion, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, nous allons, en termes de publicité sur Internet et de campagne AdWords, mesurer donc ces conversions, puisque nous allons chercher à avoir de la visibilité, mais une fois que l'internaute a cliqué, pouvoir le convertir. Et comme vous l'avez montré vous-même en répondant à notre questionnaire, va passer de la situation de visiteur à prospect puis client. Donc Oui, tu continues sur la continue, hein? Oui. D'accord. Donc le principe de fonctionnement et les avantages d'AdWords. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est la publicité sur AdWords? C'est des annonces qui apparaissent à partir du moment où on a tapé un mot-clé. Donc ce sont des annonces qui doivent être attractives et pertinentes, bien sûr, qui doivent générer un clic. Donc ça, c'est très important. C'est-à-dire que l'annonce doit répondre, l'internaute doit très vite comprendre que l'annonce va répondre à ses attentes et qu'il va cliquer. Mais le clic n'est pas une fin en soi. Ce qui est une fin en soi, c'est la conversion. Donc ça va vraiment se passer en 3 temps, enfin en 4 temps. D'abord, il faut que l'annonce s'imprime, qu'elle soit intéressante, que votre internaute qui trouve votre annonce intéressante aille vers une page de destination qu'on appelle, nous, une page d'atterrissage, et que surtout, elle va susciter une action bien précise appelée conversion. Alors l'intérêt,
il y a beaucoup d'intérêt en fait dans Google AdWords. Donc, je n'ai pas d'action dans Google, mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de paramètres qui font que c'est très intéressant. D'abord, vous apparaissez en première page de Google en moins d'une heure, même voire en quelques minutes. Vous payez uniquement que si l'internaute clique sur votre annonce. Et vous avez cette traçabilité, donc cette possibilité de suivre son parcours. Et quand vous avez bien suivi son parcours, notamment vers la conversion, eh bien, vous pouvez calculer votre retour sur investissement. Je te passe la parole, Christine. Oui, merci. Alors, il va falloir maintenant faire un petit peu de vocabulaire ensemble parce qu'on rentre dans le vif du sujet. Et lorsque vous aurez éventuellement en face de vous un spécialiste de Google AdWords, ou si vous-même vous êtes, on va dire, débutant ou averti sur le sujet, vous allez bien sûr voir tous ces mots apparaître. Alors, on va les regarder rapidement ensemble. Le premier dont nous allons parler, c'est le budget journalier. C'est ce que vous avez, vous, décidé en tant qu'annonceur de dépenser par campagne et par jour. Et c'est vous-même qui le définissez dès le départ, sachant que vous pouvez le changer jour après jour. Ce n'est pas figé une fois pour toutes. Et ça, c'est très important. Les enchères de première page, c'est l'enchère par mots-clés qu'il faudra choisir pour être visible sur la première page de Google, parce que si vous n'êtes pas à cet endroit-là, ce n'est même pas la peine de faire la campagne. Si vous êtes en dessous de cette enchère, donc par exemple pour le mot tondeuse à gazon qui coûte peut-être 53 centimes, pour être en première page, il faut être à 53 centimes, mais si vous êtes à 50, vous n'apparaîtrez pas. Donc c'est important de faire attention quand on suit sa campagne, tous les jours, aux mots-clés. Combien ai-je mis en enchère pour ce mot-clé? Est-ce qu'il est visible ou pas en première page? Est-ce qu'il faut que je remonte ou pas l'enchère? Le CPC max, c'est le coût par clic maximum. C'est ce que vous êtes prêt à payer au maximum pour un clic par annonce, puisque comme l'a dit Virginie tout à l'heure, on ne paye en tant qu'annonceur l'annonce qu'à partir du moment où l'internaute a cliqué. Et évidemment, pour ne pas exploser vos budgets, vous pouvez aussi définir ce CPC maximum. Le CPC moyen, c'est ce que l'on voit en fin de campagne quand on fait la moyenne de ce qu'a coûté un mot-clé pour toute la durée de la campagne, puisque comme je vous l'ai dit, on peut changer le coût d'un mot-clé tous les jours si on le souhaite, pour s'adapter bien sûr aux enchères. Les réseaux, alors, je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que c'est plutôt, je dirais, technique, mais il y a deux types de réseaux pour faire passer ces annonces. Le search qui est donc le réseau google.fr, c'est quand vous êtes sur google.fr et que vous faites une recherche, l'annonce va apparaître à cet endroit-là. Et il y a le deuxième réseau qui est, on va dire, optionnel quand on fait passer des annonces et qui, par exemple, peut apparaître donc sur YouTube. Donc ce sont des réseaux, on va dire, complémentaires. Impression, Virginie l'a dit tout à l'heure, c'est le nombre d'affichages de vos annonces, à quel moment et combien de fois l'annonce va être imprimée sur votre écran. On peut choisir les heures d'impression, on peut choisir de ne les imprimer par exemple que le week-end ou que de 18 h à 22 h, donc ça c'est aussi très intéressant. Puis les clics, là ça vous savez bien sûr ce que c'est. Le CTR, là c'est un taux qui est aussi très important pour nous lorsque nous suivons une campagne, c'est le taux de clic. C'est combien de personnes qui ont vu, enfin sur 100 personnes qui ont vu mon annonce, s'il y en a 58 qui cliquent, ça veut dire que j'ai un taux de clic de 58%. Bon, ce sont des taux énormes là, que je dis là, parce qu'en général on est un petit peu en dessous, même largement. Mais ce qui est important, c'est qu'on utilise nous ce taux de clic pour bien suivre nos annonces. Si on voit que ça ne clique pas, ça veut parfois dire que l'annonce n'est pas bien rédigée, qu'elle n'est pas associée aux bons mots-clés et qu'il faut recommencer l'écriture de l'annonce. Virginie, je te passe la main pour la suivante. Donc les conversions, bien, on l'a vu. Le taux de transformation, c'est ce fameux taux de conversion qui est la capacité enfin le nombre de conversions par rapport au nombre de clics. Donc comme on vous le disait, il y a deux étapes. Le taux de clic est la première étape. C'est pour que votre annonce que vous puissiez aller sur votre page d'atterrissage. Et l'objectif final est la conversion. Donc ce taux de transformation nous permet d'avoir la qualité de la conversion. Le CPA, c'est une façon différente d'aborder. Au lieu de payer par clic, on paye par acquisition, c'est-à-dire par conversion.
Donc là, il faut beaucoup de volume et une très grande maîtrise du coût de conversion et du taux de conversion pour opter pour cette option. C'est une option différente de ce qu'on appelle le CPC, qui est le coût par clic. Je te passe la parole, Christine. Très bien. Alors, quand vous rentrez dans AdWords, déjà, vous rentrez dans un compte Google. Hein, c'est la première étape, vous devez ouvrir un compte Google. Et à l'intérieur de ce compte, vous avez des comptes que vous connaissez bien, comme Picasa, YouTube, Analytics, dont nous parlerons une autre fois. Mais vous avez ce fameux compte AdWords. Et lorsque vous le créez, il faut que vous le structuriez parce que pour faire une campagne et faire apparaître des annonces, ce qui est conseillé très largement, c'est de faire en sorte de coller au mieux à ce que vous voulez faire de votre campagne publicitaire. Là, on a pris un exemple avec les appareils photo. On a décidé de faire une campagne pour vendre des appareils photo, mais on ne peut pas les vendre tous de la même manière. Donc, vous comprenez bien pourquoi vous voyez là plusieurs groupes. Il y a les appareils photo, on va dire classiques. En dessous, on a les réflexes. Après, on n'a plus d'appareils photo argentiques aujourd'hui. Et puis, on a enfin les appareils photo numériques. Donc, vous faites des groupes par type d'appareil. Et à l'intérieur de chacun de ces groupes, vous allez même choisir de faire apparaître plusieurs types d'annonces. Parce que nous, quand nous conduisons des campagnes, nous testons les annonces. Nous en faisons, on va dire même 5, 6, jusqu'à 10 par groupe d'annonces, de manière, dans les premiers jours, à observer quelle est l'annonce qui marche le mieux, quitte à supprimer celle, bien sûr, qui ne marche pas très bien. Et ça, c'est un moment important quand on construit sa campagne, parce qu'on essaye, bien sûr, de coller au mieux à l'objectif de la campagne publicitaire. Virginie? Oui. Donc, quand on a fait toute cette segmentation et que, attendez, excusez-moi. J'ai perdu l'écran à cause d'une publicité intempestive. Alors, excusez-moi. Lorsqu'on a fait sujet, hein. Ça fait bizarre quand on perd l'écran, excusez-moi. Donc, lorsque on a fait tout ce travail donc, de segmentation pour attirer l'internaute, ce qui est très important, c'est ce qu'on appelle la page d'atterrissage. Donc, on vous a parlé de qualité de page, que l'internaute devait avoir une information très claire, très fluide, et c'est ce qu'on appelle la page d'atterrissage qui doit être d'une grande qualité. Pourquoi? Parce que votre internaute est en situation de recherche, donc il doit comprendre en 3 secondes que cette page correspond exactement à ce qu'il recherche. Cette page doit lui montrer que on a compris la demande de l'internaute. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, elle doit contenir au moins un bouton d'action pour obtenir cette fameuse conversion, pour amener cet internaute à faire ce qu'on attendait de lui. Donc cette page peut être une page de site internet, à condition qu'elle convienne bien. Et ça, c'est parfois dangereux parce qu'on peut faire une économie de page en utilisant une page du site internet, alors qu'une page unique qui a été conçue à cet effet est peut-être beaucoup plus efficace. Donc ça aussi, on le détermine en suivant la conversion, parce que si on ne convertit pas, on va remettre en question la qualité de la page d'atterrissage. Christine ? Oui. Là, vous avez un exemple frappant de ce qu'il ne faut pas faire en termes de page d'atterrissage sur la gauche. C'est un client de Virginie, je crois. Non, en fait, c'est un exemple. Non, c'est un exemple, pardon. C'est un exemple que j'ai pris d'une société qui fait du marketing Internet et qui fait du marketing Internet avec des pages d'atterrissage, donc qui montre le bon exemple. Et j'ai voulu montrer à côté sa page de site pour montrer pourquoi elle n'envoyait pas les internautes sur une page de son site. Voilà, qui est là, en l'occurrence, la page d'accueil du site. C'est la chose, je dirais, la chose la plus mauvaise à faire, c'est effectivement d'utiliser cette page d'accueil qui n'a absolument pas d'intérêt quand on fait une campagne AdWords. Donc là, il faut prendre sur la droite le bon exemple, où vous voyez bien sûr que
l'internaute qui a tapé par exemple tirage photo a cliqué ensuite sur l'annonce et va arriver sur une page qui lui dit on vous offre 40 tirages ou éventuellement 15 € de réduction sur le premier appareil photo, sur le premier livre photo. Il voit tout de suite le choix qui lui est proposé et il peut décider rapidement de ce qu'il a envie de faire. Autrement dit, il va encore une fois convertir plus facilement que s'il était arrivé sur la page de gauche. Donc c'est très important que cette page d'atterrissage soit bien sûr en cohérence encore une fois avec l'annonce et que ce soit très facile de cliquer pour l'internaute. Virginie? Alors bien sûr, le choix des mots-clés est très important puisque c'est le mot-clé qui va générer l'impression de l'annonce. Donc ce choix des mots-clés est très important et pour les choisir, c'est une démarche intéressante. La première chose, c'est qu'il faut penser comme un client. Souvent, nos propres clients ont trop tendance à, bien sûr, connaissent par cœur leur métier, ou se focalisent sur des mots-clés qui sont importants pour eux, mais pas forcément importants pour leurs clients. Donc d'abord, toujours dans cette démarche marketing, c'est se mettre à la place du client. Ensuite, on développe une liste assez large, où on inclut des variantes, et ensuite, on va affiner. Alors bien sûr, on va vous le montrer après avec des astuces. Ce qui est important, c'est de vérifier que ces mots sont bien tapés par les internautes. Parce que si on pense comme un client et on choisit des mots-clés qui n'ont pas de volume, pour avoir une campagne de qualité, on doit avoir également du volume. D'accord? Donc, il ne faut pas être trop vague pour ne pas ramener trop de gens sur sa page d'atterrissage, mais il ne faut pas non plus être trop restrictif et avoir un volume qui va faire que vous aurez trop peu de réponses pour avoir des conversions. Voilà. Et pour optimiser ces mots-clés, il est important d'utiliser une option qui s'appelle les mots-clés à exclure, parce qu'il y a parfois des mots-clés qui vont générer un trafic qui ne vous intéresse pas. Alors, par exemple, on l'a vu avec les appareils photo, vous avez décidé de mettre appareil photo, mais vous ne voulez pas on va dire la gamme bridge, qui est une gamme à part. Donc, vous excluez le mot bridge, parce que c'est une gamme que vous ne proposez pas. Donc, c'est bien un appareil photo numérique, mais c'est une gamme que vous n'avez pas, donc vous l'excluez, ce qui va vous permettre d'avoir un trafic de meilleure qualité. Donc, en résumé, le choix des mots-clés, très important parce qu'il est décisif pour l'impression des annonces, parce qu'il est décisif au niveau du volume et donc de la qualité des résultats de votre campagne. Et vous devez également exclure des mots-clés qui pourraient être polluants, vous générer du trafic peu qualifié et finalement vous coûter cher parce que vous allez avoir beaucoup de clics et pas assez de conversions. Christine? Merci. Alors, vous avez là devant les yeux l'outil AdWords, générateur de mots-clés que nous utilisons pour préparer justement la liste de ces fameux mots-clés. Et avec un exemple, école de commerce, école préparatoire, prépa HEC, ESC, ce sont les termes de recherche que nous avons tapés pour démarrer sur la recherche de mots-clés. Et là, en face, sur la partie droite, vous avez le résultat du nombre de recherches mensuelles générées par les internautes tous les mois en France. Il y a par exemple 246 000 fois le mot école de commerce tapé en France tous les mois. Si vous avez 27 100 réponses pour école préparatoire, on s'aperçoit qu'il y a une grosse différence entre les deux. C'est peut-être un domaine qui vous intéresse ou pas. Et là, il faut effectivement faire le choix de rayer de la liste ce mot-là ou de le conserver en fonction de ce nombre de recherches mensuelles. En dessous, comme son nom l'indique, l'outil générateur de mots-clés aura généré des idées de mots-clés comme le SG, le concours école de commerce, SIGEM, prix école de commerce, etc., qui sont des mots-clés qui sont proches, qui pour certains n'ont rien à voir avec ce que vous voulez faire, et là vous ne les prenez pas, mais qui tout d'un coup vous laissent à penser qu'effectivement j'ai oublié concours école de commerce et c'est important, donc on va prendre ce mot-clé-là et vous l'ajoutez à votre liste. Donc ça c'est un outil qu'on utilise nous, pas simplement pour les campagnes AdWords, mais aussi quand on fait des recherches pour aider nos clients à avancer dans le marketing Internet.
C'est un outil vraiment très très pratique et très bien fait, utilisé donc très largement par les agences de web marketing. Virginie? Oui, alors quand on vous parle de mots-clés, on devrait plutôt parler de combinaison de mots-clés. Hein. Vous l'avez peut-être compris avec les suggestions comme école de commerce ou concours en école de commerce. Donc effectivement, l'internaute a tendance à taper des combinaisons qui sont les plus fréquentes de 2 ou 3 mots. Voilà. Et ce qui permet d'être quand même relativement spécifique. Donc il faut être spécifique sans l'être trop, parce que si vous l'êtes trop, vous allez perdre du volume. Ici, vous avez un exemple, fiscalité. Effectivement, fiscalité, c'est très très générique. Et la société qui va faire une publicité sur le mot fiscalité va peut-être toucher des gens qui cherchent par exemple des guides gratuits sur la fiscalité. Si c'est un fiscaliste, il ne cherche pas ces internautes-là qui veulent un guide gratuit sur la fiscalité ou les particuliers qui cherchent à savoir comment déclarer leurs impôts. Donc c'est pour ça qu'il faut être suffisamment spécifique pour attirer les bons internautes. Et il ne faut pas l'être trop, parce que sinon, on va, comme je le disais tout à l'heure, on va tellement limiter le volume que l'annonce ne sera, enfin le mot-clé ne sera plus pertinent. Donc nous vous recommandons, au vu des statistiques, puisque 58% des internautes tapent entre 2 et 3 mots, eh bien c'est ce que l'on appelle être dans le ventre du marché, c'est de coller aux habitudes des internautes et de tirer au mieux profit de ces combinaisons de 2 ou 3 mots pour le déclenchement de vos annonces. Christine? Merci. Lorsque vous avez démarré votre recherche de mots-clés, vous avez donc établi une liste. Il faut savoir que lorsque on utilise ces mots, si on tape par exemple dans sa campagne, en préparation à la campagne, le mot TV écran large, on aura derrière une diffusion large des annonces. Ça veut dire tout simplement sur la droite en vert, vous pouvez regarder, si un internaute tape TV, votre annonce va apparaître. Si un internaute tape écran large, votre annonce va apparaître également. À partir du moment où il y a au moins un des 3 mots de la combinaison TV écran large qui est tapé par l'internaute, votre annonce va apparaître. Donc ça peut être intéressant pour vous, mais ça peut aussi être effectivement un défaut parce que du coup vous allez cibler des personnes qui ne sont pas intéressées. Donc dans ce cas-là, vous avez 3 autres options. La première, c'est d'écrire plus écran plus large, et là vous n'allez faire apparaître les annonces qu'à partir du moment où on aura écran large au singulier ou au pluriel qui sera écrit par l'internaute et non pas large écran. Vous voyez sur l'exemple moniteur large, ça ne marchera pas parce qu'il manque en fait le mot écran. Il faut que les deux apparaissent. Si vous tapez entre guillemets TV et écran large, là vous allez obliger l'annonce à apparaître seulement à partir du moment où l'internaute aura écrit TV écran large, même si en amont il écrit acheter TV écran large ou TV écran large pas cher. Ça réduit encore un petit peu l'impression des annonces, mais ça vous permet de cibler vraiment précisément votre clientèle. Et après, il y a l'extrême, c'est ce qui se trouve entre donc, les deux petits bâtonnets rouges. Je ne sais pas comment on les appelle d'ailleurs. Tu sais ça, Virginie? Non. En français. Là, l'annonce va apparaître uniquement si la personne tape exactement TV écran large. Donc là, c'est extrêmement réducteur. On ne conseille pas, bien sûr, d'aller jusque-là, mais en règle générale, on utilise très souvent les 2 premières options. Virginie? Oui, alors donc il y a le choix du mot-clé et ensuite la variable qu'on va affecter à ce mot-clé. Donc la structure de l'annonce, elle est très importante, bien sûr, puisque c'est à ce moment-là que l'internaute va décider s'il le clique ou il ne clique pas. Donc c'est là qu'on va définir ou mesurer ce fameux taux de clic. Alors, c'est une structure très frustrante pour les bavards, pour les marketeurs, parce qu'on a très peu de caractères. Donc on a un titre de 25 caractères, une URL visible
et une annonce qui est 2 fois 35 caractères. Et c'est vrai qu'on a vraiment très peu de caractères pour délivrer un message extrêmement précis et qui doit inciter l'internaute à cliquer. Donc 25, 35, 35. Donc il faut être informatif, concis et à la fois incitatif. Donc ça fait quand même de grands challenges quand on aime ces produits et qu'on a envie d'en parler pendant des minutes ou des heures. Donc ça c'est vraiment le challenge d'AdWords. La structure de l'annonce, elle doit être extrêmement pertinente et en même temps elle donne relativement peu de moyens de s'exprimer. Donc elle peut apparaître de deux manières. D'abord de manière donc sur 4 lignes, comme vous avez l'exemple simple. Elle peut apparaître de manière plus étendue lorsqu'elle apparaît en position 1, 2, 3. Et elle peut aussi apparaître avec des extensions. On ne va pas vous donner toutes les clés parce qu'on pourrait vous en parler pendant des heures. Mais sachez qu'il y a des paramètres qui font que votre annonce apparaît d'une façon ou d'une autre. Je te laisse la parole, Christine. Et donc, Virginie, justement, parlait des positions 1, 2 ou 3. Et on le voit là sur cet écran. Vous avez les annonces qui sont au-dessus des résultats de référencement naturel en position 1, 2 ou 3. Et on appelle dans notre jargon les positions 4, 5, 6 jusqu'à 10, celles qui sont sur la droite et qui effectivement sont aussi très intéressantes parce que en termes de statistiques, on s'aperçoit que les annonces qui sont en 5e position, en numéro 5, sont relativement pertinentes et très efficaces. Et on s'aperçoit aussi d'une chose, c'est pour ça qu'on a remis la photo de la carte chaud-froid dont on a parlé tout à l'heure, c'est que finalement, on retrouve aussi ces annonces aux mêmes endroits que là où l'œil humain se pose en premier sur la page Internet. Donc la position de l'annonce, elle est également déterminante pour le succès d'une campagne. Si vous êtes en position 10, donc en bout de page, et que vous êtes obligé de scroller, eh bien là, vous n'avez, à mon avis, pas autant de chances que si vous êtes en position 1, 2, 3, 4 ou 5. Alors, on a aussi un petit truc de plus, ce sont les enchères dont on a parlé tout à l'heure. Comme je le disais, si vous êtes à un mot-clé à 53 centimes alors qu'il n'apparaîtra sur la page de Google qu'à 56 centimes, eh bien là, votre annonce n'apparaîtra pas du tout. Donc, dans ce cas-là, il faut bien faire attention à suivre la campagne tous les jours. Donc, position d'annonce et enchères déterminent aussi le succès de la campagne. Virginie? Et pour juste avant, il ne suffit pas, ce n'est pas celui qui paye le plus cher qui apparaît en meilleure position. Donc l'enchère est déterminante, mais elle n'est pas suffisante. Et Google donne autant de chances à celui qui fait un très bon travail qu'à celui qui fait un travail moyen sur la qualité de ses annonces et de sa page d'atterrissage et qui aurait enchéri beaucoup. Donc la position dépend aussi du niveau de qualité globale. Donc vous pouvez nous poser des questions parce qu'on peut en parler pendant beaucoup de... Sauf que là, on n'a plus que 10 minutes. Donc c'est très important, si vous devez retenir une chose, c'est que ce n'est pas parce que c'est un système d'enchères qu'il suffit de... Ce n'est pas celui qui paye le plus cher qui apparaît en meilleure position. Tout à fait. Voilà. Donc, j'enchaîne du coup, oui, des astuces pour étager une annonce efficace. Donc voilà, hein, comme je l'ai dit, vous avez très peu de caractères, très peu de mots. Donc il est très important d'inclure les mots-clés dans le titre. Dans le titre de l'annonce et si possible, après un slash, si vous avez de la place dans l'URL à afficher. Parce que l'internaute ayant tapé son mot-clé, quand il va revoir son mot-clé dans le titre, ça va lui donner confiance, ça va l'inciter. Ensuite, il est toujours mieux d'annoncer des chiffres ou un prix, quelque chose de très factuel, ce qui en fait va permettre de filtrer les visiteurs. Parce que n'oubliez pas que vous payez au clic et que vous ne voulez pas tout le trafic. Vous voulez un trafic ciblé. Donc, je donne un exemple très simple. Vous avez des produits haut de gamme ou au contraire, vous avez un produit à premier prix, affichez le premier prix et l'internaute qui sera concerné par ce prix-là cliquera. Celui qui cherche autre chose ne cliquera pas et vous ferez des économies de clics.
Si vous pouvez proposer des promotions, si vous en avez, parce que c'est un phénomène déclencheur de clics. Si vous n'avez pas de chiffre de promotion, on va essayer de jouer sur l'émotion, l'envie, l'impatience, le souci. Faites comprendre à votre internaute que vous avez compris son souci et que vous allez pouvoir y répondre. Et surtout, pour inciter le clic, inciter à l'action. Donc, vous allez voir que des annonces se terminent souvent par des phrases à l'impératif ou à l'infinitif, rejoignez-nous, découvrez, lire, en savoir plus, parce qu'on veut l'inciter à l'action et déclencher en fait ce fameux clic. Christine? Oui, on a presque terminé pour vous laisser un petit peu de temps sur les questions. Là, vous avez un tableau qui représente deux parties du tableau de bord de Google AdWords. Donc, en haut, vous avez le ratio avec la courbe de visite à partir du démarrage de la campagne pendant la campagne. On voit qu'on commence avec 9 visites et puis on passe jusqu'à 76 visites. Et en dessous, on a également un tableau qui nous permet de gérer en fait les campagnes en fonction du CTR, du taux de clic, du nombre d'impressions. Au fur et à mesure, on va observer ça avec attention et déterminer si on continue sur cette annonce ou sur cette campagne. Donc ça, on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est un outil indispensable pour suivre ces campagnes correctement et les optimiser au fur et à mesure. À toi, Virginie. On fait une synthèse des avantages du référencement payant. Donc un gros avantage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que ça peut répondre à une stratégie de court terme, puisque ça peut se faire en quelques secondes, en quelques heures, en quelques jours, mais c'est quand même quelque chose de très rapide. Et contrairement au référencement payant, par exemple, qui demande plusieurs mois d'efforts. Naturel, qui peut demander des mois d'efforts. Donc on peut être très visible très vite. Ça permet un ciblage très précis. Alors on a parlé des mots-clés, bien sûr, qui déclenchent l'annonce, mais en plus on a des outils, notamment de ciblage géographique, qui rend aussi l'outil très accessible, même pour une petite société. Parce que grâce au ciblage géographique, elle va pouvoir vraiment limiter la campagne à sa zone de chalandise. C'est très populaire parce que 81% des internautes utilisent les liens commerciaux et grâce à notre quiz, on a vu à quel point ça pouvait être puissant. C'est un levier de trafic aussi vers son site internet. Donc là, l'objectif devient différent. C'est lorsqu'on a un site internet marchand, eh bien, on oriente, en fait, on amène l'internaute sur son site marchand. C'est une solution abordable et mesurable. Alors, comme on vous l'a dit tout à l'heure, vous maîtrisez votre budget. Vous pouvez le définir, vous pouvez le maîtriser, vous pouvez le moduler. Et bien sûr, mesurable, comme on vous l'a montré, à deux niveaux principalement. Savoir si vos annonces déclenchent et puis si vos annonces convertissent. Donc, c'est un travail quand même d'un professionnel, effectivement, pour suivre tous ces tableaux de bord et puis de mesurer en permanence. C'est souvent, pratiquement tout le temps, un outil qui peut être amorti et rentable. Le retour sur investissement est rapide et le gros avantage, c'est que s'il n'y a pas de retour sur investissement, s'il n'y a pas d'amortissement, comme on mesure et qu'on voit très vite les grandes tendances, eh bien l'argent dépensé peut être vraiment limité parce que si vraiment il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, eh bien on l'arrête très vite. Ce qui n'est pas le cas pour d'autres moyens marketing. Une fois qu'ils sont déployés, ils sont lancés, le budget est dépensé et on n'a plus de maîtrise. Tout à fait. On passe à la suivante. Donc là, vous allez pouvoir, dans la petite case en bas à droite, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je le répète pour ceux peut-être qui sont arrivés après, je les vois les questions, Lucille. Donc je vais regarder. Tu les vois également, Virginie? Oui. Comment? Donc, alors je prends une première question et puis on va se les partager pour les réponses, hein, Virginie. Ouais, que pensez-vous de la part des avis des internautes, surtout les fakes? Virginie, est-ce que tu veux répondre? Moi, ce n'est pas vraiment dans le sujet. Je veux bien y répondre à la fin. Vas-y.
Vas-y. Mais je préférais qu'on se concentre sur le sujet et répondre celle-ci à la fin. D'accord, Parce que les avis et les fakes ne concernent pas la publicité sur Internet. Donc je serais très heureuse d'y répondre, mais je préférais répondre aux questions dans le sujet, oui, si ça ne dérange pas. Donc je vois également une personne, c'est pas le sujet, mais c'est important d'y répondre. Vous aurez accès au support dans quelques jours, Lucille, hein, sur l'URL. J'ai répondu du coup via, Il y a une question qui nous dit, nous communiquerez-vous ce support en fin de webinaire? Oui, ça sera envoyé par mail. Ça sera envoyé par mail, vous y aurez accès et vous pourrez également le réécouter sur notre chaîne YouTube. Voilà. Alors, une question directement liée au sujet. Après achat, peut-on consulter rapidement les résultats et modifier facilement les textes sur son site? Alors bon, là, je vais répondre tout de suite, hein, Virginie. Bien sûr, dès qu'on a mis en ligne et puis en fonctionnement la campagne, on a les résultats, je dirais, 1 ou 2 heures après, le temps que ça apparaisse sur le tableau de bord. Et on modifie les textes immédiatement sur les annonces. En revanche, concernant les textes, puisque la question concerne les textes du site, si vous avez fait une clause d'atterrissage qui est sur votre site et que vous apercevez que ça ne va pas sur le site, vous avez accès, j'imagine, à la plateforme d'administration du site et là, vous changez les textes sur le site. Et comme vous le savez, sur Internet, tout est immédiat. Donc, bien sûr, on peut consulter, avoir les résultats et modifier les textes immédiatement. Alors, j'espère avoir répondu. Sinon, vous réécrivez une question. Je n'ai pas d'autres questions pour l'instant. Donc, on va peut-être reprendre celle que... Oui, celle des avis sur Internet. Moi, j'avais d'autres questions, sinon. Virginie? Ah bon, Oui, j'ai quelques autres questions. Alors, on en a une sur après en 2011, quand Google a changé son nouvel algorithme. Avec un peu de recul, en fait, quel a été l'impact de ce nouvel algorithme sur Internet, surtout pour les sites à faible contenu, comparé du coup aux sites qui sont très riches et qui sont plutôt, qui sont assez traqués par Google. Tu veux que je réponde, Christine? Oui, vas-y. Alors là, c'est une question donc, qui concerne le référencement naturel, hein, puisque les algorithmes, le changement des algorithmes de Google n'a pas eu d'incidence par rapport au fonctionnement des campagnes de publicité. Donc, effectivement, Google, comme je vous le disais tout à l'heure, que ce soit en termes de publicité ou de référencement naturel, va privilégier la pertinence. Google a sa propre clientèle et lui, son métier, satisfaire des clients, c'est en apportant de l'information. Donc, effectivement, un site qui a peu de contenu est considéré comme Google comme un site qui n'a pas beaucoup d'informations, comme un site qui n'est pas remis à jour régulièrement, donc il n'a pas ce fameux contenu frais, comme on en disait tout à l'heure, eh bien, ça veut dire que ce site va perdre de sa pertinence s'il n'est pas remis à jour. Donc oui, les changements d'algorithme ont une incidence particulièrement sur ces sites-là, et très peu justement sur les sites qui respectaient ces règles de Google pour satisfaire sa propre clientèle. Ok, très bien. Merci, alors, Virginie. J'ai une autre question qui a suivi. Quel est le taux moyen d'un CTR sur Google AdWords? Alors, c'est une très bonne question. Il n'y a pas de... Enfin, tout dépend effectivement du type de campagne. Tout dépend du secteur d'activité. C'est très difficile de répondre à cette question parce que le CTR moyen va bien sûr dépendre du contexte. On a un indicateur, moi je passe sur un CTR de... Alors, je rejoins Christine sur le fait que ça dépend du marché, ça dépend de la niche aussi. Plus on est sur un marché de niche, plus on a un taux de clic élevé, puisqu'on est sur quelque chose d'extrêmement restreint. On l'a vu tout à l'heure, puisque c'était l'une de mes campagnes, hein, une maintenance de chariot élévateur. Bon, pour déjà taper maintenance de chariot élévateur, il faut vraiment avoir une motivation profonde. Donc, si les gens arrivent sur le bon site, avec une bonne annonce et une bonne page d'atterrissage, ils vont être bien orientés. On peut avoir un taux de clic très élevé. Donc, plus vous êtes dans un marché de niche, plus le taux de clic est élevé. Donc, ça dépend du marché. On se donne, moi je me donne comme barre 3%. C'est-à-dire qu'à partir de 3%, on considère qu'on commence à être dans un bon taux de clic.
Alors après, selon le marché, on va dire de 1 à 2. Inférieur à 1, on commence à avoir un petit souci quand même de pertinence, soit des mots-clés, soit des annonces. Ok. Et j'ai une autre question. Alors, il y en a plusieurs autres qui suivent. Quel est le budget moyen des campagnes? Pareil. Alors encore une fois, ça dépend du budget de l'annonceur, mais en règle générale, pour des TPE ou petites PME, c'est vrai que tu me diras ce que tu en penses, Virginie, mais moi je conseille en général de mettre un minimum de 500 € par mois, budget Google. Hein, je ne parle pas de la prestation de l'agence qui va l'accompagner, mais minimum de 500 € mensuels. Virginie, est-ce que tu as un avis un petit peu? Moi, oui, 500 avec, bon, on peut commencer à 300 en fonction, je dis, ça dépend du marché, mais 500 c'est un bon chiffre. On peut descendre, ça dépend de la particularité du marché, mais pas moins de 300. Mais si en revanche, si on met 20 € par mois, c'est même pas la peine de faire une campagne. Hein, voilà, pour être clair, c'est pas la peine. Moins de 300, ce n'est pas la peine. Et à partir de 500, on commence à avoir du volume et des résultats. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'avec ces fameux, puisqu'on parle de taux et de pourcentage, il faut avoir quand même un certain volume pour pouvoir atteindre, pour pouvoir calculer les taux. Donc je suis d'accord avec Christine, 500 c'est un bon chiffre à retenir. Et là, pour avoir vécu une campagne avec un de mes clients, on s'est aperçu qu'il avait mis 500, après il a mis 800. Il continuait effectivement d'avoir un bon retour sur investissement. Et puis à partir de 1000, on s'est aperçu que là, on plafonnait. Donc, on est redescendu à 800. Il y a un moment donné où ça bloque. Ce n'est pas la peine d'en mettre plus pour avoir plus. Vous voyez? Alors, pardon, Christine, c'est une très bonne remarque. Le budget aussi, on a un budget au départ. Et après, en fonction du retour sur investissement, nos clients n'ont pas de problème pour augmenter le budget à partir du moment où ils savent que ça leur rapporte de l'argent. Très bien. Alors, j'enchaîne avec une autre question, à savoir, quand on va acheter physiquement un produit sur un site, qui est-ce qui convertit? L'internaute, le propriétaire du site ou le site lui-même? Oh, bah alors là, j'ai pas... ça dépend des cas également. En fait, la conversion, comment dire? La conversion, oui. C'est l'acte. C'est plutôt un terme internet, hein, la conversion. Alors, je vais vous dire, alors je crois que j'ai compris, je crois que j'ai compris la question. En fait, la conversion, c'est ce qu'on détermine nous. Par exemple, je fais une annonce pour aller sur un site marchand. Je lance le site marchand d'un de mes clients, qui n'est pas connu, qui n'a pas de marque, qui a 0 trafic. Je vais déterminer que la conversion, c'est quand il arrive sur le site marchand. Parce que je suis en phase de lancer ce site, et donc ce site n'a pas de trafic, il faut créer du trafic. Et je vais déterminer que ma conversion, c'est quand j'aurai amené quelqu'un sur mon site marchand, j'aurai fait une conversion. Et puis à l'intérieur de ce site, il va y avoir une autre conversion. C'est-à-dire que cet acheteur qui est sur ce site marchand devienne client. Il y a plusieurs types de conversion en fonction des objectifs. C'est pour ça que peut-être dans la question de notre auditeur, il y avait, est-ce que la conversion, elle est au moment de l'annonce, au moment du site, au moment de l'achat? On peut avoir plusieurs conversions. Ça dépend toujours des objectifs qu'on se donne. Je te rejoins, Virginie, dans ce que tu viens d'expliquer. Ça me paraît effectivement une approche pertinente par rapport à la question qui me paraissait un peu compliquée au départ. Alors, la personne qui l'a posée peut peut-être nous confirmer que ça répond à sa question ou pas? En tout cas, c'est la façon dont je l'ai comprise. Maintenant, si je l'ai mal comprise, je veux bien la répondre mieux, si je comprends mieux la question. Et puis, est-ce que tu as d'autres réponses, d'autres questions, pardon? Alors, j'en ai, on n'a encore pas répondu à celle sur les avis internautes, surtout les fakes. Ah oui. Ouais, bon. Alors, on va y répondre tout de suite et puis on ne va pas tarder non plus à clôturer ce webinaire parce qu'il y a certaines personnes qui ont aussi des impératifs horaires. En ce qui concerne effectivement les avis, il faut savoir qu'aujourd'hui, 90% des personnes qui lisent les avis les croient. Bon, ça, c'est déjà un fait. Hein, c'est quelque chose de très fort par rapport aux publicités qui sont passées sur Internet ou carrément à la télévision ou à la radio. En fait, on a plutôt tendance à 90% à croire un autre internaute ou un autre consommateur. Et en ce qui concerne les fakes, effectivement, aujourd'hui, sur Internet, la chasse est lancée. Il y en a encore, mais
Internet et puis Google en particulier est très attentif justement à ces faux témoignages de manière justement à éviter d'entraîner avec soi des consommateurs qui sont confiants. Virginie, est-ce que tu as un autre avis Oui, en complément, c'est un peu comme dans la vraie vie, on ne peut pas empêcher les gens de dire du mal de vous. Par contre, on peut encourager les gens à dire du bien de vous. Donc, j'ai plusieurs remarques. Donc, cette première remarque, c'est-à-dire que ça fait aussi partie de l'aide que nous apportons aux entreprises, de les aider à susciter des avis positifs. Parce que si on arrive à avoir beaucoup d'avis positifs, les avis négatifs pèseront beaucoup moins lourd. Ça, c'est la première chose. Donc, générer du contenu positif et tout faire pour en obtenir, pour minorer ces contenus négatifs. Et puis, l'internaute ne s'y trompe pas. Quand on a vraiment, souvent les gens qui font des fakes le font avec assez peu de subtilité. Et les internautes ne s'y trompent pas. Moi, je l'ai fait par exemple j'ai regardé pour un restaurant qui a par exemple un label, je ne vais pas faire de publicité, mais un restaurant qui a un label ou un hôtel qui a un label et que vous avez 10 avis où on dit pique-pente de cet hôtel, eh bien ce n'est pas crédible. Parce que si cet hôtel, si tout ce qu'on dit de mal sur lui, si c'était vrai, je pense qu'il n'aurait plus le label. Donc l'internaute aussi sait faire la part des choses. Alors, nous allons... Merci Virginie. J'aimerais, Lucille, que tu passes la diapo suivante parce que c'est un moment aussi important pour vous de pouvoir répondre en ligne à notre mini-enquête de satisfaction. Nous avons besoin pour nous améliorer, on l'a dit tout à l'heure, il faut mesurer pour s'améliorer, de vous pour répondre à ce webinaire. Quel est votre niveau de satisfaction? 1 étant la note la meilleure et 5 étant la mauvaise note. Donc, merci de bien vouloir répondre à 100% à la note numéro 1. À vous de jouer. Voilà, je vous laisse faire. Et puis, Lucille va nous donner ensuite un retour. Sinon, j'ai la question sur, qui a été posée tout à l'heure sur la conversion, qui a été reposée peut-être, qui va être peut-être un petit peu plus clair. En fait, savoir si quelqu'un amené par AdWords, quelqu'un qui a amené par AdWords arrive sur un site de e-commerce, au lieu d'acheter en ligne, va acheter dans le magasin. Comment savoir que le site en fait a converti pour amener la personne en magasin réel? Alors, si elle n'a pas acheté sur le site en ligne, on ne pourra pas le savoir, à moins éventuellement que le client le dise au magasin en disant j'ai vu l'annonce et je suis venu en magasin. Mais on ne peut pas le suivre. Alors, on peut le suivre à une condition. Alors, à une condition, c'est de donner une trace entre l'Internet et le magasin. C'est-à-dire dire à l'internaute, passez dans le magasin avec un code promo et qu'il imprime le code promo. C'est-à-dire qu'il faut créer... Alors, je rejoins Christine, on ne peut pas le savoir si on n'a pas créé un lien entre les deux, c'est-à-dire entre l'Internet et le physique. Donc, si on n'a pas créé de lien, on ne peut pas savoir. Par contre, si on dit profitez de cette promotion en vous rendant dans notre magasin et en annonçant le code promo 1005 ou voilà, crédit gratuit ou quelque chose comme ça, soit il le note, soit il l'imprime. Donc ça devient aussi une conversion, hein, l'impression de le clic sur ce code promo. Et là, on crée un lien entre l'Internet et le monde physique, la visite en magasin. Mais ça ne peut pas se faire sinon. J'ai une petite suggestion par rapport à cette question qui disait que ça peut être possible de mettre des questionnaires à la caisse du magasin pour savoir peut-être qu'est-ce qui vous a amené en point de vente pour pouvoir remplir. Donc ça, voilà. Alors, c'est vrai que le plus facile pour inciter les personnes à répondre, c'est qu'elles aient un intérêt direct. Alors effectivement, cette solution est possible, mais le visiteur a toujours la possibilité de répondre ou ne pas répondre. Alors que s'il a un intérêt financier, par exemple, ou non financier, il a un bonus, je ne sais pas, moi, quelque chose... Si on lui offre un petit cadeau, un petit gadget à l'arrivée cadeau, dans le magasin, là, on va savoir, voilà, c'est quand même... Virginie, on va passer à la suite parce que sinon on va retarder tout le monde. Je voulais savoir si Lucie, tu avais des résultats.
concernant la satisfaction? Est-ce que parce que ça peut intéresser bien sûr même nos participants, bien sûr, à connaître les résultats. Alors, on a une majorité qui ont répondu 1 pour 36%, en 2, 14%, 21, 3 pour le choix 3, 21% pour le choix 3, 29% pour 4 et 7% pour 5, sachant que j'ai eu quelques retours dans la chatbox, comme quoi certains s'étaient trompés en ayant mis le choix 4 ou 5, qui voulaient mettre 1 et 2. Donc voilà. D'accord, bah, écoutez, merci d'avoir rectifié et merci à vous tous. Est-ce que tu peux passer la slide suivante, s'il te plaît, Lucille, parce que c'est l'invitation au prochain webinaire. Voilà, donc le prochain et webinaire. Et envoyez dans la chatbox le lien qui permet de s'inscrire pour le prochain rendez-vous. Et j'en profite donc pour vous remercier pour votre attention. Nous serons présents donc dans un mois. Je ne vois pas le... Alors le lien, l'écran est visible là. Le lien sera envoyé par, non, par pas email. Encore. Comment? Tu ne peux pas le mettre dans la chatbox parce qu'il est dans le document, en l'occurrence. Ça me le met directement en page HTML. Par contre, il sera rediffusé par mail avec le support de la présentation à tous les participants. Comme ça, vous pourrez vous inscrire directement. Je veux bien que tu mettes la slide en visibilité. Moi, je n'ai toujours pas la slide. Ah si. Non, c'est bon. Alors. Pour l'instant, je n'ai que le questionnaire. Ah, c'est pas normal parce que je suis sur la slide suivante. Alors. Enfin, dans tous les cas, si jamais on n'arrive pas à récupérer la slide, le prochain rendez-vous vous sera indiqué. Je peux déjà par mailing ou par mail. Et normalement, c'est au mois d'avril, le 3e jeudi du mois, autrement dit... Le 19 avril. Le 19 avril. Le prochain rendez-vous, 19 avril, pour parler de la recherche locale sur Internet, Google Adresse ou Google Maps. Voilà. Donc, je vous remercie tous. Merci à vous. Et à très bientôt le mois prochain. Très bonne journée. Au revoir. Au revoir et bonne journée.